tout vous dire, je ne suis pas une rôliste et j'ai jamais joué à un jeu de rôle. Pourtant, depuis le temps que je connais Caroline de Benedetti et Émeric Cloche, les fondus au noir, et que je les entends parler des week-ends qui passent autour d'une table à s'imaginer des univers fantastiques, à prendre corps dans des personnages qui ont l'air tout aussi fantastiques, ça m'a donné envie de m'intéresser à leur univers, à celui qu'ils ont développé en parallèle du polar. Comment est-ce qu'on appréhende un scénario de jeu de rôle quand on n'est pas rôliste soi-même? C'est une bonne question. Pourtant, tout est fait pour vraiment nous éclairer, c'est-à-dire qu'il y a une introduction, on va nous présenter un univers. Là, en l'occurrence, c'est un univers où il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de vent, il y a des hordes de loups qui se baladent à l'horizon, il y a des personnages assez emblématiques, assez inquiétants. On va ensuite camper une quête, évidemment, puisque c'est un jeu, donc il faut quand même qu'on aille chercher quelque chose. Une quête dont je vous dirai absolument rien, parce que l'idée, c'est quand même que vous en empariez vous-même. On va trouver la question des moyens, des points de vie, de l'argent, tout ce qu'on peut imaginer dans un jeu de rôle. Ce jeu de rôle est accessible à tous les rôlistes, confirmés ou pas, puisqu'il utilise les règles du plus grand jeu de rôle du monde, en l'occurrence Dragons et Donjons. Je pense que ce qui a animé Émeric Cloche en écrivant ce scénario, lui qui est un rôliste confirmé, lui qui joue depuis très longtemps, c'est justement le plaisir de la transmission, c'est le plaisir de se dire qu'il y a des gens qui vont passer un bon moment grâce à lui, grâce à l'univers qu'il a imaginé, et tout ça, ça donne envie, mais vraiment envie de jouer. On est dans la vraie vie, mais on ne l'est pas vraiment, on est dans le jeu et en même temps on est dans la réalité. C'est un petit peu le mystère du jeu de rôle et ça donne très 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 envie de s'y confronter en tous les cas. Ça s'appelle Le vent sur la frontière, c'est le deuxième scénario de jeu de rôle des fondus au noir et ça coûte 12 €. Bon jeu à tout le monde. En 1967, Valérie Solanas fait paraître, autopublie, un petit texte qui s'appelle le Scam Manifesto. C'est un petit texte dans lequel elle préconise en fait que les femmes se débarrassent du patriarcat tout simplement en éliminant la race masculine. Bon, c'est aussi simple comme ça, s'il n'y a plus d'hommes, au moins on est tranquille, on est entre nous. C'était une solution peut-être un peu extrême, d'autant plus que cette jeune femme qui finalement au début n'a pas été du tout entendue, va l'année suivante, en 1968, essayer d'assassiner Andy Warhol. Là forcément ça va faire buzz, son texte va être tellement reconnu, célébrée, en tous les cas, qui va être traduite dans plusieurs langues, notamment en français. Christiane Rochefort signe donc une très courte préface, un texte qui tient vraiment sur une seule page, dans lequel elle y va encore plus clairement, mais ça n'a rien de discuter avec un oppresseur, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sexuel ou dans le milieu amoureux. Le plus simple, c'est franchement de sortir les couteaux et de le tuer. Là, ça au moins c'est radical, c'est dit, c'est fait. Ce petit texte qui est une curiosité finalement, il a en tous les cas intéressé une nouvelle maison d'édition nantaise qui vient de se créer tout juste, qui s'appelle Les Vilains. Les Vilains, pas au sens pas gentil, mais plutôt au sens des paysans du Moyen-Âge. Les Vilains, ces serfs qui justement acceptaient pas du tout d'être en servitude et qui menaient une vie complètement indépendante. Les Vilains, ce sont un couple qui s'appelle Chloé et Baptiste. Ils ont une activité à côté, donc ils ont décidé d'y aller mollo, c'est-à-dire de publier uniquement des textes qui les intéressent, qui leur font résonner quelque chose, des textes sapeurs, comme ils disent, c'est-à-dire des textes qui ont la capacité d'entrer et de faire peut-être un petit peu tressaillir la société, de remettre en tous les cas en question tout ce qui nous semble acquis aujourd'hui. Ils ont fait un très joli bouquin. Il faut sortir les couteaux, comme je vous le disais. Donc c'est forcément un bouquin où il y a beaucoup de couteaux à l'intérieur. Un bouquin que je ne vais pas pouvoir vous montrer en totalité, parce que comme vous le voyez, pour le lire, il faut le massicoter. Et là aussi, on a besoin d'un couteau. Tout se recoupe. Vous pouvez le lire avec ou sans couteau. En tous les cas, c'est joli et c'est intéressant. C'est deux arguments que je trouve déjà importants et qui sont surtout bien aiguisés. Nous évoquions tout à l'heure la possibilité d'éliminer la race masculine. Ça serait fort dommage parce que si les hommes n'étaient plus là, Homme parfait d'Isabelle Poinçon n'existerait pas. Mais cet homme parfait est un fantasme, évidemment. Homme parfait n'existe pas. Et je tiens à dire homme parfait, non pas l'homme parfait, parce qu'il ne faudrait pas galvauder le terme, et que des hommes parfaits, il y en a partout, alors que homme parfait d'Isabelle Poinçon, il n'y en a qu'un. Comment naît dans l'esprit d'une poétesse cette envie d'évoquer un homme parfait ?
homme parfait, son homme parfait, en 53 fragments, mais en fait tout simplement d'une maladie. Isabelle s'en cache pas, au début de son introduction, elle explique en fait qu'elle s'est retrouvée en convalescence suite à une opération et que le lendemain, voilà, pour une bêtise certainement dont elle ne donne pas le détail, elle s'est disputée avec son mari. Et ça l'a tellement énervée, Isabelle, qu'elle a commencé à se dire « Non mais attends, mon homme parfait, jamais il aurait agi comme ça. » Donc elle a commencé à se dire à quoi pourrait bien ressembler homme parfait. Homme parfait, il est formidable. C'est vrai, il est tendre et en même temps il est attentif. Il parle un petit peu mais pas trop. Il commence toujours ses phrases par oui, il termine toujours ses phrases par oui. C'est tout ce qu'on demande aux hommes. Homme parfait est présent. Il est présent dans les fantasmes, il est présent le jour, la nuit, et elle nous livre comme ça toutes ces petites facettes, ces petits fragments qui donnent une sorte d'aperçu de ce que pourrait être homme parfait, qui évidemment n'existe pas. On s'en fiche. Vous comprendrez bien que ça sent un petit peu la plaisanterie, ça sent un petit peu la taquinerie aussi peut-être, c'est une lecture de femme par une femme, donc forcément je me suis beaucoup amusée, on s'attendrit, il n'y a aucune méchanceté dans tout ça, je pense que les hommes peuvent le lire en toute confiance parce que c'est plutôt de la taquinerie, voilà, c'est plutôt de la complicité féminine. Homme parfait, un rêve, un fantasme, un mystère, à vous de le découvrir. Qu'ai-je en face de moi? Des fesses. Des fesses de qui? De Fabien Loris. Qui est Fabien Loris, me direz-vous? C'est un surréaliste qui est né au début du XXe siècle en fait et qu'on connaît surtout parce qu'il a été acteur par ailleurs. Ce qu'on oublie, c'est qu'il avait commencé par faire les arts appliqués, qu'en fait il a dessiné toute sa vie mais qu'il n'avait pas forcément envie de vendre son art ou de se soumettre à des dictates. Si on vous parle de Fabien Loris aujourd'hui, qui était certes un petit peu oublié, c'est parce qu'on a à Nantes un maître de conférence spécialisé dans le surréalisme, spécialisé dans les mouvements d'avant-garde qui s'appelle Patrice Salin. Patrice Salin, il a le charme, le chic pour aller fouiller dans les fonds de tiroirs et au cours de ses pérégrinations, il est tombé justement sur une petite merveille qui est cet album. Cet album, c'est donc une création, c'est un album personnel en fait qui appartenait à Fabien Loris, qui n'avait pas du tout vocation à être montré au public ou à vocation à devenir un bouquin tout simplement, mais qui du coup par ce charme un petit peu personnel fait qu'aujourd'hui on se régale à le découvrir parce qu'en fait il est rempli de culs. Et oui, des culs de toutes les couleurs, des culs sous tous les formats, avec toujours un petit côté, non pas grivois, mais un petit peu excessif, qui n'est pas désagréable totalement. On se rend bien compte et qu'effectivement c'est un document d'archives assez précieux, puisque quelque part nous sommes les premiers à pouvoir le consulter, et surtout que les éditions du Bouclard, qui se sont emparées de cette information dès qu'ils en ont eu connaissance, se sont décidées à faire une très 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 jolie édition, comme je vous le montre ici, c'est-à-dire une reproduction aussi fidèle que possible de l'original. Il y a aussi Réveil matin, là ce sont des poèmes inédits, ce qui nous permet de découvrir une autre facette du personnage, tout aussi loufoque, tout aussi antimilitariste, tout aussi, non pas obscène, mais enfin un petit peu grivois, sous forme de poèmes. Et surtout, encore plus intéressant, on retrouve un petit fascicule de Patrice Salin, où Patrice Salin revient sur toute l'existence, sur toute l'œuvre de Fabien Loris. Donc les trois ouvrages que je viens de vous présenter, qui n'en forment qu'un finalement, un très joli coffret, nous permet de découvrir quelqu'un, certainement, de découvrir aussi une facette du surréalisme, de découvrir qu'il y a encore des choses qui sont cachées dans les placards et que ça nous donnerait quand même forcément, voire foutrement, envie d'aller grappiller ces fonds de tiroir. Les éditions d'Orbestier sont bien connues pour leur travail sur la littérature régionaliste, comme on dit, mais aussi sur des documents d'enquête, de recherche qui touchent à l'histoire de notre territoire. Cyril Armange, l'éditeur, a rencontré quelqu'un de formidable qui s'appelle Sylvain de Fleurieux. Formidable parce qu'en fait, Sylvain est un collectionneur fou, un collectionneur passionné qui s'est à un moment de sa vie intéressé à Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément Nantes pendant l'occupation. Notre collectionneur patenté, Sylvain de Fleurieux, a donc amassé cette grande collection de photographies qui sont en partie inédites. Inédites parce qu'en fait, pendant cette période assez particulière de l'histoire de Nantes, la prise de photographie était tout simplement interdite. Forcément, l'occupant était là, les Allemands étaient là, les nazis étaient là, ils n'avaient absolument pas envie que des images circulent de ce qui se passait à l'intérieur des villes occupées. Ce sont donc des documents inédits, des documents qui ont aussi fait l'objet d'une numérisation, puis d'une colorisation. Alors,
certains historiens vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, mais en tous les cas, nous, voir notre ville, qui ressemble beaucoup à la ville d'aujourd'hui, voir Nantes avec ses officiers nazis qui pavanent dans les rues, voir Nantes avec des foules qui font la queue pour se ravitailler, ça fait quelque chose. Au-delà de l'émotion, c'est forcément un document d'archives, d'intérêt historique, puisqu'on va retracer toute la période pendant laquelle Nantes s'est retrouvée sous la férule allemande. C'est un bouquin important, à plein de niveaux, parce que ça nous permet de plonger dans notre passé. Comme on le sait, qui ignore son passé aura du mal à se projeter dans son futur.